C'est l'une des maladies les plus répandues dans tous les pays sur la planète. Le diabète touche plus de 150 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et ce chiffre pourrait doubler en 2025. Y a-t-il des avancées dans le diagnostic et le traitement? Voici le sujet de ce numéro d'Hebdo Santé et nous en saurons davantage grâce à nos invités que je vais vous présenter maintenant. Docteur Sibahi Pascal, endocrinologue, diabétologue. Merci de vous rendre disponible pour les téléspectateurs de Média. Merci. Alors, je précise que vous êtes du programme national de lutte contre le diabète. Contre les maladies métaboliques. Contre les maladies métaboliques. Voilà. Justement, il n'y a pas seulement que le diabète. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Avec nous également sur ce plateau, docteur Danyogo Ramatou. Vous êtes médecin de santé publique. Merci et bienvenue. Merci. Alors, quel est votre intérêt pour le diabète? Merci. En tout cas, merci de nous donner l'opportunité de participer à cette émission. Le diabète, c'est un problème de santé publique et nous sommes tous invités à aider la communauté, à aider toute la population à se prendre en charge et à faire face à cette maladie vraiment qui est meurtrière. Et donc, vous, en tant que médecin de santé publique, vous êtes engagé. Merci infiniment pour votre engagement. Alors, pour Monsieur Tout-le-Monde, pour le commun du mortel, on va rappeler donc les généralités du diabète, docteur Sibahi. Qu'est-ce que c'est que le diabète et combien de formes de diabète ou de types de diabète on a? Ok, alors merci. Alors pour le grand public, on doit savoir que le diabète, ce qu'on sait, toujours on parle du sucre. Le sucre, ce n'est que la conséquence de la maladie. La vraie maladie, ce n'est pas le sucre. En réalité, tout ce qu'on mange, tout ce qui rentre dans la bouche, en dehors de l'eau, se transforme en sucre. Et le sucre nous sert de carburant. Comme une voiture a besoin d'essence ou de gasoil, l'homme, le corps humain a besoin de sucre pour pouvoir fonctionner. Pour marcher, pour dormir, pour bailler, pour faire tout ce qu'on veut. Et ça nous vient de l'alimentation. Alors l'insuline, c'est une hormone, un petit liquide qui est produit par un appareil dans le corps qui s'appelle le pancréas. Et donc l'insuline vient en petite quantité dans le sang pour nous permettre de faire cette transformation-là. Voilà. Donc ceux qui sont diabétiques, ils ont un problème avec ce petit liquide-là qui s'appelle l'insuline. Soit il n'est pas produit en bonne quantité pour pouvoir transformer tout ce qui arrive comme sucre, ou bien il est produit mais il n'est pas de bonne qualité. Donc un problème de qualité et de quantité d'insuline. Et la conséquence, c'est que les aliments ne seront pas très vite digérés, donc le sucre va traîner un peu dans le sang. Et quand on va faire la prise de sang, à l'examen, on verra que le taux de sucre dépasse un certain niveau. Et quelle est la conséquence lorsque ce liquide ne fonctionne pas bien comme vous l'avez dit? Quelle est la conséquence? La conséquence immédiate, c'est ça le diabète, c'est trop de sucre dans le corps. Donc le sucre va se promener un peu dans tous les organes et puis à la longue, ça va entraîner les complications que tout le monde voit en général. Je veux dire, lorsque ce liquide-là ne fonctionne pas bien, la personne se sent comment? En général, il n'y a rien. D'accord. C'est comme Monsieur Tout-le-Monde et puis c'est souvent à l'occasion des complications qu'on se rend compte que le diabète est là. D'où l'intérêt de la sensibilisation, de la prévention, parce qu'en général, dans la plupart des cas, il n'y a jamais de signes. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de diabète, docteur Danyogo? Oui, effectivement, il y a le diabète de type 1 qui est insulinodépendant et le diabète de type 2 qui est non insulinodépendant. C'est quand même un peu fort, insulinodépendant. Bon, peut-être que... Voilà, ce qu'elle veut dire gentiment. C'est ça. C'est-à-dire que vous savez qu'en médecine, les choses ont évolué. C'est ça. Voilà, avant, on ne disait pas type 1. Avant, on disait diabète insulinodépendant, c'est-à-dire que ceux qui ont ce diabète-là, leur pancréas n'a pas la capacité à produire l'insuline. C'est ça. Donc, ils ont besoin de faire des injections d'insuline pour remplacer ce qui manque. C'est ça. Voilà, ça devient naturel. Là, ce n'est plus naturel. Ce n'est plus naturel, voilà. Ça devient artificiel. Ok. Voilà. Et quand c'est comme ça, le seul médicament, c'est que l'insuline qui marche. Ils n'auront pas de comprimés, tout ça. Et l'insuline, pour l'instant, la forme qui marche, c'est la forme injectable. D'accord. Donc, le type 1, c'est des gens qui sont des piqûres. En général, c'est 2, 3 ou 4% des diabétiques qui ne sont pas nombreux. C'est ça. Au maximum 5% des diabétiques. Maintenant, le diabète de type 2, c'est un diabète qu'on n'a pas eu jeune, contrairement au type 1, qu'on peut avoir très jeune depuis l'enfance, jusqu'à 38 ans, tout ça. Le type 2, c'est un diabète qui va survenir plus tard. On a passé toute sa jeunesse sans diabète, et puis après, on a du diabète. En général, après 40 ans, après 38 ou 50 ans, c'est les choses qui arrivent. Ce diabète-là, les médicaments qui marchent avec
puisque la personne a vécu pendant des années sans que le diabète ne se déclenche, ça veut dire que son pancréas produit un peu d'insuline. Donc il y en a un peu. Donc les médicaments qu'on va donner, ça va aider l'insuline que le patient a lui-même dans le corps naturellement à être un peu plus efficace, ou bien d'autres médicaments vont augmenter la quantité d'insuline qui est produite par le pancréas. Voilà. Mais n'empêche que dans le diabète de type 2, on peut utiliser aussi l'insuline. D'accord. On peut utiliser tout. Mais avant de parler de traitement, je vais dire, vous avez... non, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Oui, parce qu'il y a 4 types de diabète. Il y a 4 types. Voilà. D'accord. Ce qu'on connaît, c'est ça, le type 1, le type 2. Ils sont les plus répandus. Voilà. Surtout le type 2, voire 90 à 95% des diabétiques. L'avantage dans la sensibilisation qu'on fait, c'est que dans le type 2, ce sont déjà les plus nombreux. C'est les sujets adultes. Donc ce diabète-là peut être prévenu. Si on fait des efforts, on peut ne jamais l'avoir. On parlera de prévention voilà. justement avant la fin de cette émission pour aider tout le monde à certainement éviter le diabète. Mais vous l'avez dit, on peut ne pas l'avoir et à un certain âge l'avoir. Qu'est-ce qui peut donner le diabète? Bon, on pense qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs favorisants. En réalité, on ne peut pas vous dire exactement ce qui a donné. Mais on pense que ceux qui ont déjà un parent diabétique, c'est un risque. Ensuite, ceux qui font plus d'activité physique, vous savez que dans l'évolution de l'Afrique, on est passé par plusieurs étapes. Nous, quand on était un peu plus jeunes, on allait à pied à l'école. Les jeux qu'on faisait, c'était des jeux physiques, le football, les filles jouaient à la marelle, tout ça. Ça, c'est révolu. Alors que ces jeux-là nous permettaient de gaspiller l'énergie, de brûler les calories. Maintenant, c'est devant la télé. C'est sur les ordinateurs, c'est les jeux vidéo, tout ça. Ça favorise ça. Et même les sucreries. On pense qu'on en consomme un peu trop, surtout les plus jeunes. Voilà, le fait de rester assis longtemps devant la télé, ça augmente le risque d'avoir un diabète. Parce que ça augmente le risque d'avoir de l'obésité, ça augmente également le risque de développer une hypertension. Tout ça, on sait. Ça a été étudié, plus de 2 heures par jour devant la télé, c'est un risque énorme pour la santé. D'accord, donc on note qu'il y a un facteur héréditaire, voilà. Il y a également nos habitudes. Voilà, l'environnement. L'environnement. Voilà, la manière de manger, tout ça. Voilà. D'accord. Et puis le stress. Bien sûr. Voilà, notre vie est vraiment difficile. Bien sûr. Et puis ensuite, le diabète un peu de type 3, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est un diabète particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont d'autres maladies, et au cours de ces maladies-là, le diabète apparaît. Par exemple, une maladie du foie, une maladie du pancréas, un cancer, d'autres maladies comme ça peuvent donner du diabète. Et quand ces maladies-là sont soignées, le diabète peut disparaître. Mais c'est à peu près 0,02%, c'est pas beaucoup. Et puis, il y a un diabète particulier qui fait parler de lui, c'est le diabète de la femme enceinte. Il y a des femmes, quand elles ne sont pas enceintes, elles n'ont pas de diabète. Et dès qu'elles prennent une grossesse, elles deviennent diabétiques jusqu'à l'accouchement. Donc, en général, la sensibilisation va vers ces femmes-là parce que sans grossesse, il n'y a pas de diabète. Pendant la grossesse, il faut renforcer la surveillance. Comme ça, quand il y a un diabète, on le traite et la grossesse se passe bien. Dans le cas contraire où on ne sait pas qu'il y a du diabète, on ne sait pas fait dépister pendant la grossesse, les conséquences sont un peu dramatiques. Alors vous avez lâché le mot, on ne s'est pas fait dépister. Comment savoir qu'on a le diabète ou pas? Nous avons posé la question à la population et nous allons suivre dans cet élément. Je n'ai jamais fait le test de diabète. Parce qu'il me sent en forme, il ne me sent pas malade. Bon, en tout cas, il me sent normal. Je me dis quoi, bon, comme il ne consomme pas beaucoup de sucre, et puis bon, dans ma famille aussi, il n'y a pas de diabétique, donc l'idée ne m'est jamais arrivé d'aller faire du test. Je suis ignorant en la matière. D'abord, ça c'est un. On ne m'a jamais en parlé aussi. Moi, j'ai mon père qui est décédé du diabète, j'ai ma mère aussi qui est décédée du diabète. Bon, moi, je me dis que c'est héréditaire. Peut-être qu'un jour, moi, je vais le prendre aussi, mais s'il y avait un moyen de faire un test, vraiment, ça va être salutaire. Je me suis levé un matin, j'avais des picotements aux pieds et puis aux mains. Donc j'ai appelé un ami médecin, il m'a dit de faire un test de diabète pour moi. Donc il s'est allé à la pharmacie, j'ai fait le test rapide. J'ai trouvé que mon diabète était légèrement monté, au-delà de 1,10. Donc ils m'ont mis sur un régime, ils disent c'est pas grave, je ne vais pas m'inquiéter, mais j'étais inquiet. Donc j'ai suivi le régime pendant 1 mois et après c'est le régime normal. On s'est dit quoi, pour aller faire le dépistage c'est un peu cher ou... Bon, en tout cas, il n'y a pas de campagne vraiment dessus. S'il y avait des campagnes nationales, on allait le faire volontairement. C'est souvent quand tu sens les symptômes que tu pars à l'hôpital, ou bien quand les gens sensibilisent que oui, vraiment il y a le test, il y a des opportunités pour aller faire le test. Là, on s'impressionne pour y aller. Les Ivoiriens n'ont pas le réflexe de se faire dépister. C'est lorsque nous sommes malades que nous partons à l'hôpital, que les diagnostics même nous révèlent qu'on est dépisté, mais on a souvent coutume de dire que c'est héréditaire. C'est important de faire son test parce que ça nous permet d'être sûr, d'être rassuré.
Voilà, d'être rassurés, et c'est très important parce que de manière culturelle, les Ivoiriens même, ils ne prennent pas la peine de faire des bilans de santé, des trucs comme ça. Voilà. Et c'est quand ils arrivent à l'hôpital qu'ils sont diagnostiqués, qu'ils commencent maintenant à faire les démarches. Or, c'est important de faire cela, de faire des analyses au préalable. Docteur Danyogo, dites-nous, quelle est l'importance justement de chercher à connaître son statut, chercher à savoir si on est diabétique ou pas? Ok, merci. C'est très très important et même capital vu la maladie, vu le diabète. C'est une maladie, on pourrait dire que c'est une maladie qui est mortelle. Et c'est pas compliqué. On a suivi dans le reportage qu'il y a certains qui avaient des signes, qui sont allés dans un centre de santé, chez qui on a fait un dépistage. C'est vraiment pas compliqué. Toujours dans la même lancée, lorsqu'on a des signes, il y a des signes, il y a certains qui présentent des signes. Quels sont ces signes? Ok, merci bien. Les signes, je bois beaucoup, je pisse beaucoup, je mange beaucoup mais je maigris. Ça, c'est des signes qui peuvent interpeller, qui peuvent faire penser au diabète. Lorsqu'on a ces signes-là, il faudrait aller se faire dépister, comme on dit. Et c'est où? C'est partout. C'est partout, dans toutes les structures de santé. On peut se faire dépister dans toutes les structures de santé. Et c'est simple et rapide. Simple et rapide. Vous confirmez, docteur Sibahi? Tout à fait. Je suis tout à fait d'avis avec elle. Il faut absolument se faire dépister. C'est vrai qu'il y a les signes qu'elle a cités, mais les cas les plus fréquents, c'est qu'en général, il n'y a pas de signes. Donc souvent, on a l'impression que la vue a baissé un peu. On va voir l'ophtalmo, à l'occasion de ça, on fait un bilan, il y a du diabète. Chez les femmes qui perdent des enfants à répétition, des fausses couches, tout ça. Et puis même simplement, chez les hommes, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les faiblesses sexuelles, la première cause, c'est en général du diabète. Voilà, mais comme les gens vont souvent à Mlincré, donc ils ne pensent pas à l'hôpital. Voilà, mais idéalement, quand on a des petites pannes sexuelles, il faut penser à faire le test. Du diabète. Du diabète, oui. Parce que le diabète peut être... C'est lui, c'est le premier élément à accuser. Accuser, d'accord. Voilà. Il faut d'abord l'éliminer avant de chercher autre chose. Ok. Parce qu'en général, après, ça se passe bien. Donc, quand les gens font le test, quand c'est le diabète, quand c'est réglé, après, ils dorment à 18 heures maintenant. Alors qu'avant, ils ne dormaient pas du tout. Voilà, ils dorment maintenant à 18 heures. Voilà. Ça remet les pendules à l'heure. Ok. D'accord, je crois que c'est une information de taille. Merci beaucoup, docteur. On n'a pas fait le point de la maladie, justement. Nous l'avons dit donc, l'OMS estime qu'il y a plus de 152 millions de personnes touchées et ce nombre pourrait doubler en 2025. Qu'est-ce qui fait que le diabète, je vais dire, la prévalence augmente à cette vitesse-là? Okay. En tout cas, merci de revenir. Ça, c'est un chiffre de l'OMS. Normalement, pour ceux qui prennent en charge le diabète, on a une fédération mondiale qui s'appelle la Fédération internationale du diabète. Voilà, vous avez aussi des chiffres sur Internet par rapport à cette fédération-là. Les chiffres réels en 2000, là actuellement, c'est 463 millions de personnes. 463 millions de personnes voilà. atteintes du diabète. Du diabète, qui ont acheté au moins un médicament pour le diabète l'année dernière, par exemple. Disons en 2017 à peu près. Puisque les chiffres datent toujours de 2 ans avant. Les premières estimations, c'est-à-dire dans les années 2003, quand ils ont fait les estimations, c'était 194 millions de personnes. Et ils ont fait des calculs pour dire qu'à peu près en 2025, il y aurait 333 millions de personnes. Vous voyez, 333 millions de personnes en 2025. Nous sommes en 2019, on est déjà à 463 millions de personnes. Vous voyez que ce n'est plus... c'est de la fiction maintenant. On a l'impression que les gens sortent de la brousse, ils sortent de partout un peu. Mais c'est dû à ce qu'on imagine un peu, les méthodes rapides de diagnostic. Donc on en voit plus, c'est plus facile de faire le diagnostic, c'est plus facile de penser au diabète contrairement à avant. Et puis bon, nos conditions de vie. Alors voilà. C'est grâce à ces méthodes de diagnostic rapide là qui permettent de déceler le plus de cas. Voilà. D'accord. Alors, docteur Danyogo, pourquoi on ne parle pas de guérison dans le diabète jusque-là? Il y a tout ça, les moyens de dépistage, on en a de plus en plus de façon moderne, mais on ne parle pas de guérison. Pourquoi? Ok, merci. Le diabète, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique et il y a des traitements, comme le docteur disait précédemment, il y a des traitements, il y a l'insuline qu'on prend et il y a aussi des comprimés qu'on prend.
Mais c'est dans le sang. C'est dans le sang. Jusqu'à présent, il n'y a pas de remède. On ne peut pas dire qu'on est guéri, non. Mais on peut maîtriser sa glycémie en prenant correctement le traitement et en suivant les mesures hygiéno-diététiques. D'accord. Et ainsi, on pourra vivre longtemps. Quelles sont ces mesures? Il faut manger sainement. Et il faut pratiquer une activité physique régulière. Ce n'est pas de faire une fois en passant, non. Il faut pratiquer une activité physique régulière et manger sainement. Prendre correctement son traitement et on vivra longtemps. Voilà. D'accord. Docteur Sibaï, oui. Sur la question? Oui, ben, je pense que c'est ça. Hein. Le mot guérison, chez nous, ça n'existe pas. On ne peut pas parler de guérison. Voilà, chez nous, ça n'existe pas. D'accord. Le diabète peut être équilibré. Voilà, parce que ça dépend de l'environnement, ça dépend des médicaments. Mais il n'y a pas que les médicaments en tant que comprimés ou injections. Il y a ce qu'elle a dit, l'activité physique qui doit être régulière. Il faut faire du sport régulièrement et puis il faut manger différemment. Alors vous avez parlé des tests de diagnostic qui sont encore de plus en plus rapides. En matière de traitement, est-ce qu'il y a de l'évolution? Oui. Oui, il y en a toujours. Mais ça reste toujours à prendre quelque chose. Soit en comprimé, soit en forme injectable. Alors pour ce qui est des comprimés, il y a de nouvelles molécules qui existent, qui aident un peu à faire mieux fonctionner le pancréas, parce que c'est lui qui était défaillant à l'origine. Donc ces médicaments-là existent. Mais même dans les soins, par exemple, pour ceux qui prennent l'insuline, la piqûre, ce n'est plus forcément le truc traditionnel où on charge une grosse seringue pour faire l'injection. Maintenant, c'est des stylos, hein, comme des feutres, des marqueurs qu'on peut mettre en poche, qu'on n'est pas obligé de garder au réfrigérateur tout le temps, qu'on peut prendre pour voyager, se promener partout, sans que ce soit au frais. Ça peut être simplement dans le sac, dans la poche ou bien dans la mallette, voilà. Ça, c'est des avancées qui existent. Il y a même également des appareils qu'on peut mettre sur le ventre qui permettent de lire la glycémie à tout moment. Hein, il y a des techniques pour faire l'injection d'insuline sans forcément se piquer. Donc, le cathéter est déjà posé, il y a un appareil qui contient l'insuline, et puis vous manipulez un petit portable, lui, il injecte automatiquement l'insuline pour ceux qui sont à la piqûre. Voilà, ça existe aussi. C'est vraiment des avancées. Alors, je voudrais très rapidement, avant qu'on ne parte à cette activité qui va se dérouler dans le monde entier, il s'agit donc de la journée mondiale, je voulais qu'on parle un peu des conséquences, parce que vous m'avez dit que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qu'on a à vie. Ouais. Est-ce que le diabète peut avoir des conséquences? Est-ce que le diabète peut tuer? Ok, merci beaucoup. Vraiment, le diabète a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Au niveau du cerveau, au niveau des reins, au niveau du cœur. Vraiment, on ne cite que cela. Et il y a aussi le pied diabétique. C'est-à-dire que le diabétique, dans sa vie, en tout cas, s'il n'a pas bien suivi son traitement, il pourrait avoir le pied diabétique et même aboutir à une amputation du pied. Donc, les complications du diabète, il y en a. Vraiment, il y en a beaucoup. Je vais peut-être laisser à... Oui, docteur Sibaï, on peut mourir du diabète? Ah oui, on peut mourir du diabète. Mais c'est-à-dire que ce qu'elle a dit, c'est une affaire de est-ce que je me soigne? C'est ça. Nous, c'est la seule question qu'on pose. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je prends un médicament? Je fais un peu d'effort? Est-ce que je mange un peu différemment? Parce que les conséquences, vous savez, par exemple, les dialyses, hein, les maladies où on doit nettoyer le sang à travers des appareils, tout ça. La première cause, c'est le diabète. Hein. C'est ça. Regardez les AVC dont on parle actuellement, AVC, mais c'est ça. Les difficultés pour les femmes pour avoir des enfants, en général, c'est toujours le diabète. C'est le premier accusé. Mais en plus, même quand vous regardez le nombre de décès, on prend les chiffres de l'OMS, IDF 2015, le diabète, c'est 5 millions de décès dans l'année. Alors que le VIH, c'est 1,5 million. La tuberculose, c'est 1,5 million. Et même le palud, c'est 1,5 million. Vous voyez qu'on ne peut même pas comparer. Au Libéria, quand il y a eu Ebola, il y a eu 3000 morts, les Américains sont arrivés. On vous dit 5 millions de morts dans le diabète, on ne voit pas. Voilà, c'est ça la difficulté. Nous sommes dans le mois donc, du diabète, voilà. Le mois de novembre. C'est le mois du diabète parce que chaque 14 novembre est célébrée la journée mondiale du diabète. C'est une campagne mondiale. L'activité a lieu un peu partout hein, dans le monde, c'est ça? Oui, partout dans le monde. D'accord. Dans toutes les fédérations, dans tous les pays. Et donc aujourd'hui, 14 novembre, actuellement, l'activité a lieu à Abidjan. Voilà, comme dans les autres pays. Mais vous savez que c'est une activité qui est unique en termes d'organisation pour le diabète dans l'année. Donc à cette occasion, on fait beaucoup de choses. Donc on fait la mise à niveau
des personnels de santé, notamment les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et sages-femmes. Et cette année, pour la journée mondiale, le thème, c'est pour les infirmiers. Donc il faut que les infirmiers marquent la différence. Les infirmiers? Il faut que Pourquoi les infirmiers? Parce que les infirmiers sont un maillon essentiel dans la prise en charge. Vous savez qu'on n'a pas encore beaucoup de médecins qui s'occupent du diabète. Ils intervenaient jusque-là ou bien ils n'intervenaient pas dans la prise en charge? Ils ont toujours été dedans. Ils ont toujours été dedans? Oui, ils ont toujours été dedans. Même malheureusement dans nos pays, il n'y a pas de diplôme de spécialité en endocrino ou en diabétologie. Donc les infirmiers, c'est des gens qu'on va recruter dans nos services et qu'on va former nous-mêmes. Voilà. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas être formateur, en même temps soigner les gens, il y a trop de choses à faire. On a des difficultés d'organisation, donc des fois il y a des difficultés de mise à niveau. Mais en dehors de ça, un infirmier, il est autonome quand il est loin d'Abidjan, par exemple. Donc il peut recevoir des gens qui sont diabétiques. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire le temps de rencontrer un médecin? Donc c'est une manière de les impliquer davantage. Ils doivent être impliqués et ils sont impliqués, c'est obligatoire. Parce que vous savez, il faut éduquer le malade diabétique. Il vit avec ça toute sa vie. Il y a des informations dont on a besoin. Le médecin seul ne peut pas le faire. Il faut des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants. Des fois même, on prend des civils qu'on forme pour aider les gens. Ça s'appelle l'éducation thérapeutique. D'accord. Voilà. Alors, docteur Daniogo, vous êtes un médecin de santé publique. Au cours de cette journée, qu'est-ce que vous avez prévu faire? Ok, merci bien. Bon, nous ne pouvons pas rester en marge de la célébration de cette journée du diabète. Et à cette occasion, nous organisons un dépistage de la population, un dépistage du diabète qui est gratuit. Voilà, donc un dépistage gratuit. Et nous avons commencé, à l'occasion de cette journée, nous avons commencé les activités de dépistage. Et quelle est l'importance justement d'offrir le dépistage à l'occasion de ces journées mondiales, d'offrir le dépistage? Vous pensez que le dépistage doit aller vers la population? Parce que la population ne vient pas vers le dépistage. Effectivement, effectivement. C'est une opportunité que nous offrons à la population de venir se faire dépister pour connaître, pour savoir, c'est-à-dire pour prévenir en fait cette maladie-là. Plus tôt on saura qu'on a le diabète et on est pris en charge. D'accord. Et, voilà. C'est tout l'objectif ou alors au-delà, il y a le fait je vais dire, de créer ce contact avec de nouveaux malades? Effectivement. Effectivement, c'est toujours dans cette lancée, c'est de dépister la population et de prendre en charge ceux qui seront diabétiques et les prendre en charge, les aider, leur donner des conseils nécessaires pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir lutter contre cette maladie. Parce que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Parce que en initiant cette activité de dépistage massif, vraiment c'est une opportunité que nous offrons à la population. La partie nationale, justement, la partie nationale également, vous êtes sur ce plateau, et vous êtes le président du comité d'organisation de la journée mondiale de lutte contre le diabète au niveau national de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous organisez, je vais dire, les activités pour que on puisse vraiment sentir qu'il y a une lutte contre le diabète? Ok. Alors pour le programme national, on fait des conférences. Bon là, depuis une semaine, on s'est promené pendant toute une semaine dans des entreprises, on est même passé dans certains médias pour des dépistages gratuits, mais à l'occasion des dépistages, on sensibilise. Parce que c'est important pour nous que les gens entendent parler du diabète. Et en général, c'est toujours les gens qui sont un peu instruits, qui peuvent poser des questions qu'il faut pour transmettre ça à leurs parents. Et puis, de fil en aiguille comme ça, après, on peut recruter. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que dans le dépistage, c'est important pour nous parce que quand on a fait les statistiques, je vous ai dit qu'il y a 463 millions de personnes. Mais c'est pareil pour des gens qui ne se savent pas diabétiques. C'est à peu près le même nombre. Et quand on fait les dépistages, par exemple, on va toujours trouver une proportion de gens qui collent vraiment à la réalité. Pour parler de statistiques, on a fait en Côte d'Ivoire une enquête de prévalence nationale. On a sillonné en 2017, c'était 20 régions sanitaires, on les a toutes sillonnées. Le taux de prévalence en moyenne, c'est 6,2% pour toute la Côte d'Ivoire. 6,2%. 2%, c'est déjà beaucoup. Alors, très rapidement, à l'occasion de cette journée, vous avez fait un clin d'œil au Covid-19, cette pandémie qui marque donc tout le monde entier.
Diabète, Covid-19, assez rapidement, en 1 minute, quel est le lien? Oui, bon, les gens en parlent, mais en fait, c'est parce que les diabétiques sont un peu à risque. Voilà, ils sont un peu à risque, ce sont des gens dits fragiles à cause de la maladie diabétique. Donc, on a fait un clin d'œil pour essayer de revoir un peu l'actualité et faire des mises à niveau de tout le monde, qu'on puisse aider les gens qui sont diabétiques, parce que ce n'est pas forcément que le diabète rime avec mort quand on a le Covid. Il faut absolument traiter le diabète et traiter le Covid. En général, comme les gens ne se savent même pas diabétiques, donc c'est à l'occasion du Covid là qu'on découvre le diabète. Et comme il n'est pas traité, bon, ça rend les choses un peu plus difficiles. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée mondiale de lutte contre le diabète. Plein succès donc à toutes les activités qui auront lieu tant en Côte d'Ivoire ici que sur le continent africain pour marquer la lutte contre ce tueur silencieux qu'est le diabète. Merci infiniment à vous, docteur Danyogo Ramatou. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique. Merci en tout cas d'être venu. À vous également, docteur Sibayi Pascal. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, président du comité d'organisation de la journée mondiale 2020 de lutte contre le diabète au niveau donc du programme national. Merci pour vos actions. À vous téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé.